Un cessez-le-feu, des élections et un processus politique pour la paix. Selon la chaîne de télévision américaine Fox News, c'est la feuille de route sur laquelle se sont entendues les délégations américaines et russes aujourd'hui à Riyad, en Arabie Saoudite. Cette feuille de route, elle confirme beaucoup de ce qu'on pensait au préalable. Elle a été négociée et décidée sans les Ukrainiens et sans les Européens. Et d'ailleurs, Volodymyr Zelensky a annulé sa visite en Arabie Saoudite qui était prévue pour aujourd'hui et demain. Bonjour à tous, c'est Sébastien et bienvenue dans cette vidéo de décryptage de cette journée à Riyad. C'est en substance une journée où les Américains et les Russes ont renoué le dialogue et ont décidé de continuer à dialoguer. Et donc dans ce sens, ce n'est pas très étonnant que les Européens et les Ukrainiens n'aient pas été conviés à ce tête-à-tête, mais c'est aussi une étape importante d'un processus qui doit pousser les différents acteurs à prendre position. Donc, je l'ai dit en introduction, Fox News a révélé le contenu de cette feuille de route. Cessez-le-feu, élections, processus politique. Ça reste vague, mais ça confirme beaucoup de ce qu'on pensait au préalable et que j'avais déjà avancé sur cette chaîne, puisque on l'a senti, on l'a entendu, on l'a vu dans les dernières semaines. Donald Trump et son équipe ne souhaitent pas mettre de conditions à l'instauration d'un cessez-le-feu. Le président américain veut des résultats rapides et faciles. Et donc les discussions ne portent pas tant sur une redéfinition des lignes de front, sur des échanges de territoires, sur une démilitarisation d'une certaine zone le long de la ligne de contact ou même sur le retrait des troupes russes des territoires occupés, mais bien plus sur un gel du conflit le long des lignes de front actuelles. Ça c'est du côté américain, sachant que du côté russe, il y a quand même des enjeux de taille, puisque on n'imagine pas du tout les Russes s'arrêter aux portes de Kupiansk et évidemment Pokrovsk, ou encore dans les quartiers qu'ils contrôlent de Toretsk et Tchassivyar. Donc soit la Russie va recevoir l'assurance d'obtenir ces villes par des moyens diplomatiques, soit on peut s'attendre à une intensification des combats pour que la Russie contrôle ces villes lors de l'instauration d'un cessez-le-feu. Ensuite, les élections. J'en ai déjà beaucoup parlé dans une précédente vidéo, je vous invite à aller la regarder. L'idée du côté américain, c'est qu'un accord de cessez-le-feu, voire un accord de paix, ne devrait pas être remis en cause en raison d'une illégitimité supposée de Volodymyr Zelensky, de son équipe et du Parlement ukrainien. Et l'idée du côté russe, c'est évidemment de peser sur le processus électoral afin de faire élire un candidat plus russophile et donc plus à même de respecter les intérêts russes. Bon, là-dessus, on l'a vu depuis 2022, l'Ukraine méconnaît profondément l'Ukraine post-Maïdan et elle ne cesse de la considérer comme une région, comme une excroissance de la grande mère patrie russe, incapable de penser et d'agir par elle-même. Et c'est cette méconnaissance de l'Ukraine moderne qui lui a coûté une victoire facile en 2022, et là encore ça pourrait être une erreur de calcul, puisque rien n'indique actuellement que les Ukrainiens voudraient élire un candidat russophile et Kremlin compatible. Mais en tous les cas, on aurait des élections, et ensuite l'amorce d'un processus politique. Et là, on voit déjà l'allure que ça prendrait, puisque on critique les Américains pour ne pas avoir inclus les Ukrainiens et les Européens à cette reprise de contact avec la Russie et donc à cette journée en Arabie Saoudite. Mais du point de vue de Washington et de Moscou, c'est tout à fait logique d'exclure les Ukrainiens et les Européens de cette prise de décision sur l'imposition d'un cessez-le-feu, puisqu'ils seront de toutes les manières inclus dans le processus politique. Donc de leur point de vue, c'est tout à fait normal et sans doute beaucoup plus efficace de procéder comme ça. Reste que ce processus politique, il interviendra donc après un gel des positions militaires. Et il sera donc beaucoup plus difficile de parler de ces questions d'échange de territoire, de démilitarisation ou du statut des territoires occupés. Qui plus est, le processus politique commencera après une élection qui, dans l'esprit des Russes, aura politiquement affaibli l'Ukraine. Sachant que, en plus du processus électoral, le cessez-le-feu devrait impliquer une levée de la loi martiale, et donc une démobilisation partielle des forces armées, une réouverture des frontières, et donc potentiellement le départ de nombreux hommes vers l'étranger qui ne peuvent plus sortir d'Ukraine depuis déjà 2022. Donc oui, l'Ukraine sera partie aux négociations, mais dans une position bien moins forte qu'aujourd'hui, mais, pensent les Russes, dans une position bien moins forte qu'actuellement. Les Européens, eux aussi, ils feront partie de ce processus politique, mais pour gérer des aspects du maintien du cessez-le-feu et de la reconstruction et de la reprise économique de l'Ukraine. Ça, c'est aussi très logique du point de vue des États-Unis et de la Russie, puisque aucun des deux ne considère les Européens comme des acteurs militaires ou même politiques. Et ça a encore été confirmé aujourd'hui par le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, qui a dit que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN c'était niet,
Par contre, l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, ça ne le dérangeait absolument pas, vu que c'est une organisation économique. Sachant que le calcul du Kremlin sur le long terme, c'est de se dire que si l'Ukraine devient russophile, eh bien, elle devrait intégrer l'Union européenne pour pousser les intérêts russes de l'intérieur. Partant de là, on voit que Volodymyr Zelensky, qui devait arriver en Arabie Saoudite aujourd'hui dans le cadre d'une tournée aux visées économiques et commerciales, il a annulé ce déplacement et il est rentré à Kiev. Il n'était clairement pas le bienvenu dans ce tête-à-tête américano-russe. Et demain matin arrive à Kiev Keith Kellogg, donc l'envoyé spécial de la Maison-Blanche pour la résolution de la guerre en Ukraine. C'est sa première visite à Kiev depuis sa prise de fonction, mais on sait d'ores et déjà qu'il ne vient pas pour une simple consultation. Il vient pour présenter cette feuille de route à Volodymyr Zelensky et pour s'assurer que l'Ukraine ne va pas s'y opposer. Et c'est ça en fait la variable qui peut tout changer et qui peut faire dérailler ce plan américano-russe, puisque les Ukrainiens peuvent tout à fait rejeter cette feuille de route. On a déjà vu ces derniers jours Volodymyr Zelensky refuser de signer un accord sur l'exploitation des ressources minérales ukrainiennes par les Américains, et visiblement a raison, puisque aujourd'hui le quotidien britannique The Telegraph a révélé que cet accord se traduirait par une colonisation économique de l'Ukraine, et que ce que les Américains exigeaient avec cette ébauche d'accord, c'était plus important que le montant des réparations que l'Allemagne devait payer après la Première Guerre mondiale. Donc c'est sans doute une technique de négociation, mais ça reste quand même vertigineux de se dire que la Maison-Blanche a utilisé cette base pour négocier cet accord sur l'exploitation des ressources minérales. Donc les Ukrainiens, ils peuvent tout à fait rejeter cet accord. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Volodymyr Zelensky, il était avec Recep Tayyip Erdogan, donc le président turc, et il a eu cette phrase: « On a rejeté des ultimatums quand on était dans une position bien plus faible. Pourquoi est-ce que nous accepterions un ultimatum aujourd'hui ?» Si les Ukrainiens refusent cette feuille de route, ce n'est pas forcément pour prolonger la guerre, puisque Volodymyr Zelensky n'arrête pas de répéter que récupérer les territoires occupés par la force, ce n'est pas possible en ce moment, et qu'il favorise des moyens diplomatiques. Mais donc s'il en vient à refuser cette feuille de route, c'est dans l'espoir d'établir un autre rapport de force pour obtenir un autre accord, et là tout dépend des Européens. Force est de constater que pour l'instant on ne voit pas grand chose venir du côté des Européens, à part des déclarations, et la réunion des principaux dirigeants européens hier à Paris n'a pas vraiment débouché sur une démonstration d'unité folle, mais on sent que ça travaille. Et par exemple, il y a cet article dans le média allemand Berliner Zeitung qui rapporte que la ministre des Affaires étrangères allemande Annalena Baerbock a fait part d'un plan européen en préparation pour la défense et pour l'aide à l'Ukraine qui serait d'un montant d'environ 700 milliards d'euros. Pour l'instant, il n'y a aucune annonce officielle puisque visiblement les Européens attendent les élections allemandes de ce 23 février. Mais si jamais ça se concrétise, ce serait historique, colossal, et ça pourrait aider l'Ukraine à établir un nouveau rapport de force face à la Russie évidemment, mais aussi face aux États-Unis. Voilà, je m'arrête ici, ça va très vite, probablement beaucoup de ce que j'ai dit va être périmé d'ici demain, mais d'un autre côté, une bonne part de ce que j'ai analysé jusqu'ici semble en passe de se réaliser, donc on va continuer à suivre ça ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je file et je vous retrouve très vite.